Bonjour à tous, vous êtes ici dans la 13e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Comme à mon habitude, je vais mettre à l'écran un lien vers la toute première vidéo du cursus, ainsi qu'un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du modificateur Subsurface, plus connu sous le nom de Subsurf. Pour trouver ce modificateur, vous allez donc aller dans le panneau des modificateurs ici, on va faire Add Modifier, et sous la colonne Generate qui est là, on va descendre presque tout en bas, et on va cliquer sur Subdivision Surface, ici. Ce modificateur est l'un des plus utilisés, peut-être le plus utilisé de tout temps, dans tous les tutos, partout, tous les projets que vous verrez, les breakdowns, tout ce que vous verrez sur internet, vous aurez du Subsurf, quasiment, je veux dire, c'est l'un des modificateurs très simples, mais ultra utilisés parce que essentiel, vous allez voir pourquoi. Donc, lorsqu'on a créé ce modificateur sur notre cube, ce que ça a fait, c'est que ça a subdivisé notre cube. Plus particulièrement, si je vais en mode édition, on va pouvoir le voir, vu que c'est un modificateur, ça a gardé notre géométrie de base, c'est-à-dire qu'on garde chaque face de chaque géométrie de base, mais Blender a pris chacune des faces de notre cube, il les a subdivisées en 4 faces, donc il les a redivisées en 4 faces en dessous, puis il est venu lisser le tout, et donc arrondir la forme globale. C'est pour ça que notre cube ressemble un peu plus à une sphère maintenant. Parce que du coup, on garde notre géométrie de base, on garde les 4 sommets qu'on avait, mais on travaille sur un modèle qui a plus de géométrie encore, parce que du coup, il a créé plus de géométrie en fait. Donc ça, c'est l'essence même de ce modificateur, c'est tout ce qu'il fait. Et ça va nous permettre de créer facilement des courbes plutôt lisses, sans avoir à gérer toute la géométrie qu'il y a derrière pour pouvoir constituer ces genres de courbes. Je vais supprimer mon Grease Pencil ici, et je vais repasser en mode objet, supprimer mon cube, et Shift A, je vais rajouter une UV sphère, pour vous montrer un peu mieux. Ah, vu que j'ai changé mon curseur 3D, ma sphère s'est créée, mais plus au centre de Blender. Donc pour remettre le curseur 3D au centre, il faut faire Shift C. Voilà. Maintenant on fait Shift A, et je vais créer mon UV sphère. J'ai baissé un peu la géométrie de la sphère, ici, les segments et les anneaux, pour avoir quelque chose d'un peu plus low poly comme on dit, donc c'est-à-dire qu'il y a moins de géométrie qui constitue ma sphère, elle est faite de manière très rugueuse, je sais pas trop comment le dire, mais en gros on reconnaît qu'il y a une sphère au milieu, et elle est faite de peu de sommets, chose qu'en mode édition on peut facilement venir manipuler un par un, on n'a pas trop de géométrie avec laquelle travailler. Seulement l'inconvénient c'est que en mode objet, après la silhouette se reste assez anguleuse, et du coup c'est pas super beau. Donc pour remédier à cela, on va utiliser le modificateur Subsurf qui est ici. Et lorsque on crée le modificateur Subsurf, on voit que de suite dans notre vue 3D, le profil de notre sphère s'est lissé considérablement. On a aussi l'impression de voir beaucoup plus de géométrie parce que Blender a créé de la géométrie en subdivisant en fait la géométrie de base. Sauf que vu que c'est un modificateur, lorsqu'on passe en mode édition, on garde la même géométrie qu'on avait avant pour travailler. Du coup, on est satisfait, on n'a pas non plus tous ces petits sommets à devoir manipuler et transformer pour faire notre modélisation. Et en même temps, on obtient un résultat lisse comme on le voulait à la base. Ça, c'est vraiment le but de ce modificateur. Donc, je vais repasser en mode objet, supprimer cette sphère et repasser sur un cube encore une fois. Et on va repasser sur les paramètres plus particuliers du Subsurf. Allons ici, on applique un Subsurf et il n'y a pas grand chose à voir sur le Subsurf ici quand même. On a comme d'habitude tous les paramètres des modificateurs que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. On va avoir le apply ou le copy qui va nous permettre soit de fixer dans le marbre toutes les modifications, donc la subdivision et tout de notre cube, et que cette forme reste définitivement telle quelle, qu'on puisse plus revenir à un cube de base si on clique sur apply. On a le copy pour pouvoir dupliquer et refaire un modificateur en dessous, c'est-à-dire que ça va reprendre chaque face, les subdiviser en 4 et les relisser. Mais nul besoin de faire un copy ici, parce qu'on pourrait très bien jouer avec les paramètres qui sont en dessous pour lisser encore plus la version que l'on a là. Déjà, on va passer sur les deux algorithmes qui permettent de calculer ce modificateur. Soit on utilise Cat-Clark, qui est de loin le plus utilisé, qui nous permet donc de subdiviser chaque face et de lisser ensuite le tout. Soit on utilise Simple,
qui permet juste de subdiviser les faces et qui ne va pas ensuite lisser toute la géométrie. C'est-à-dire que là, si je vais en vue wireframe, en vue de fil de fer, on voit que chaque face a été resubdivisée en 4, mais que la forme de base n'a pas été altérée. Honnêtement, ça peut être utile si on veut juste rajouter de la définition, rajouter un peu de géométrie à notre objet, mais très honnêtement, c'est très peu utilisé. On se fixe souvent sur du 4000 Clark. En dessous, on va avoir deux paramètres qui viennent en dessous de subdivision, ici, et on a souvent ce view et render, qui apparaissent dans pas mal d'endroits dans Blender, et dès que vous avez view et render, en général, la plupart du temps, ça veut dire que view, ça va être le niveau de subdivision ou de résolution, suivant l'endroit où vous voyez ça, qui va être affiché dans votre vue 3D, et render, c'est la quantité de résolution, ou le nombre de subdivisions ici, qui vont être visibles lorsque vous ferez un rendu. Tout ça, c'est juste dans une optique d'optimisation, c'est-à-dire que si vous affichez trop de polygones à l'écran lorsque vous êtes en train de travailler, de naviguer dans la vue 3D, de tourner autour de votre objet, de zoomer et tout ça, Blender doit à chaque fois recalculer et remontrer, afficher à l'écran tant de sommets, tant de polygones, et ça peut rapidement, suivant la configuration de votre ordinateur, ça peut rapidement le faire laguer et ralentir en fait la vue. Donc si vous avez une vue un peu trop lente, vous pouvez venir ici et réduire le nombre de polygones, de subdivisions, pour que ce soit plus clair à voir. Mais sinon, moi, pour juste un cube comme ça, je peux facilement venir le mettre à 2. En général, on va pas beaucoup plus loin que 2 ou 3. Je pense même que c'est limité à un moment. Là, on peut pas aller plus loin que 6, par exemple. Donc voilà, essayez de rester soft avec les chiffres que vous rentrez ici. Et puis donc juste à côté, vous avez des options différentes. On va avoir les Subdivide UVs. Donc ça, c'est lorsqu'on touche aux textures et aux textures de nos objets. Donc, les textures sont des images qu'on vient appliquer sur nos objets pour y donner une sorte de une texture, voilà. Et donc pour faire cela, on va créer des UV pour notre objet, c'est-à-dire qu'on déplie notre objet et on l'aplatit en 2D. Pour venir appliquer les images dessus. Si on a subdivisé la géométrie de notre objet ici, est-ce que si on a déjà déplié les UV de notre objet, est-ce qu'on vient aussi subdiviser les UV qui ont été dépliés de cet objet? Voilà, cette option, ça permet juste de faire ça. Le Optimal Display qui est en dessous vous permet, alors lorsqu'on se met en vue fil de fer par exemple ici, vous voyez bien que Blender nous affiche en fil de fer toute la géométrie de notre objet, alors que si on clique sur Optimal Display, eh bien il va nous afficher que la géométrie de base qui constituait notre cube. Bon, telle qu'elle a été modifiée avec notre modificateur, mais il ne va pas afficher le reste de la géométrie qui a été rajoutée via le modificateur. Donc encore une fois pour un souci d'optimisation. Et le Use Open Subdiv, c'est pour autre chose. Je sais même pas trop à quoi ça sert. Donc on laisse décocher, c'est pas un problème. Voilà, je vais me remettre en vue solide. Et je vais vous expliquer un peu plus comment maintenant on travaille avec le Subdivision Surface. Donc lorsqu'on va en mode édition, vous voyez que du coup le Subdivision Surface, tout son intérêt, ça a été de pouvoir subdiviser et de lisser la géométrie de notre objet. Alors peut-être que ce qu'on veut au final, si on a créé un cube au début, c'est pas de se retrouver avec une sphère juste après. Donc ça se trouve, on voudrait que tout ça se soit lisse, on a rajouté le Subdivision Surface pour que tout ça soit lisse, mais que le bas, on aimerait que ce soit plat. Et dans ce cas-là, il va y avoir deux manières de gérer la façon dont le modificateur Subsurf va lisser la géométrie de votre objet. La première, ça va être d'utiliser des arêtes de renfort, que vous entendrez souvent sous le nom de Proximity Edges ou Tightening Edges. Donc ça, c'est les deux manières vraiment communes de les appeler, c'est la même chose en fait. Et donc, pour vous montrer ça, je vais peut-être utiliser donc un Loop Cut and Slide. Donc pour ça, je peux faire CTRL R ici. Et si je viens mettre ma souris ici, et lorsque c'est en violet, cliquer et rajouter un edge, quand je le place, on voit déjà la manière dont Blender va gérer l'arrondissement, enfin le lissage de ma géométrie. C'est-à-dire que Blender va lisse en fait avec son Subsurf, il lisse la géométrie en fonction de la pondération des sommets de mon cube. Donc en rajoutant un loop cut ici, en rajoutant un edge loop, j'ai créé plus de sommets, plus de géométrie,
que j'ai rajouté en bas, et donc j'ai pondéré encore plus fortement le bas, et donc Blender a donné plus d'influence à notre géométrie vers le bas, donc il a aplati cette face-là. En fait, c'est assez intuitif, je pense que vous arrivez à bien le voir. Et donc ça va vous permettre de venir aplatir la face qui est en bas. Mais si je viens faire notre edge loop ici sur le côté, je vais pouvoir donc aplatir deux faces d'un coup, avoir un angle plutôt sharp, plutôt net ici, tout en gardant cet arrondi du subsurf que je voulais avoir à la base. Donc ça, c'est la première méthode qui va nous permettre de gérer ces arrondis ou ce lissage, ce subsurf, la manière dont ça va être géré. Mais le problème, c'est que ça vient rajouter de la géométrie. Or, je vous ai dit tout à l'heure, le côté positif du subsurf, pour qu'on l'utilise, c'est parce qu'on peut garder le peu de géométrie qu'on avait à la base d'un cube et avoir à gérer seulement que quelques sommets, tout en modifiant, en manipulant un objet qui a une géométrie beaucoup plus dense au milieu. Or là, lorsqu'on fait ça, évidemment, on rajoute du contrôle sur la manière dont le modificateur est utilisé, mais d'un autre côté, on rajoute de la géométrie, donc on a plus de points à gérer, et donc ça contredit un peu ce que j'ai dit avant. La deuxième méthode, du coup, ça va être la méthode des edge crease. Donc pour ça, on va pouvoir sélectionner une ou plusieurs arêtes, venir dans le panneau des propriétés avec N, et ici, vous allez voir, je referme un peu tout ça pour que vous puissiez mieux voir, mais vous allez avoir le mean crease qui est ici. Si vous augmentez cette valeur-là, on voit qu'on a à peu près le même effet que tout à l'heure avec les edge loops, sauf que on n'a pas l'edge loop. On a juste Blender, on va augmenter la pondération de chacun de ces points pour dire que tiens, je veux que ces points aient beaucoup plus d'influence sur le subsurf. Et on augmente la force d'attraction du subsurf de ces points, en fait, entre guillemets. Visiblement, c'est ça, c'est la manière dont c'est fait. Et donc, vous voyez que si j'augmente cette valeur jusqu'à 1, je peux avoir une face complètement plane, complètement, j'allais dire flat en anglais, mais complètement lisse et plate, voilà. Et donc, si je veux refaire la même forme que tout à l'heure, que j'avais fait avec les edge loops, je peux sélectionner cette autre face qui est à côté ici, et pareil, venir faire le mean crease ici jusqu'à 1, ou alors utiliser le raccourci clavier Shift E, et venir étendre, on voit que j'ai des pointillés, une flèche qui s'étendent du centre de ma face vers ma souris, et donc plus je m'éloigne de ma souris, plus j'augmente la distance, et donc j'augmente la valeur de ce mean crease, plus je me rapproche, plus je réduis la distance, et donc je réduis la valeur du mean crease. Voilà. Et donc je vais augmenter, sinon je peux taper directement la valeur sur le pavé numérique tant que je suis dans ce mode-là. Donc si je tape 1, automatiquement je passe à la valeur maximum, et donc mon mean crease passe à 1. Je peux faire entrer maintenant, et donc je viens de faire mon mean crease. Ça, ce sont les deux manières de venir gérer les arrondis du subsurf modifier. Alors, comment utiliser l'un ou l'autre? Lequel choisir à chaque fois? Eh bien, il va falloir gérer, il va falloir alterner entre les deux. Il va y avoir les points positifs et négatifs pour chacune des méthodes. Je vous ai dit tout à l'heure que pour le edge loop, effectivement, on rajoute de la géométrie, et souvent on va avoir, comme vous le voyez tout à l'heure, si je me remets en vue de face, CTRL R, je vais en refaire ici, on va avoir souvent ces croisements, cette géométrie qui va venir se croiser. On va créer plusieurs croisions ici qui ne sont pas forcément voulues. C'est pas quelque chose que l'on veut à chaque fois, parce que ça rajoute pas mal de géométrie, pas mal de sommets à des endroits un peu particuliers, galère à travailler avec derrière, donc ça peut être gênant. Mais bon, parfois c'est voulu, parfois ça aide énormément dans la modélisation. Le côté négatif des edge crease, donc le fait d'augmenter la pondération des vertex, enfin des sommets en particulier, c'est que, comme vous le voyez là, on va avoir à la fin un angle qui est, si je prends cet angle par exemple ici, cet angle il est exactement à 90 degrés, pile poil là, il est très très net ici. Or, dans la vraie vie, il n'y a rien, vraiment rien qui est parfaitement net comme ça, coupé parfaitement comme ça. Peut-être une machine qui sort juste de l'usinage, et encore, oui, là, elle sera parfaite, mais dès qu'il y a un peu d'usure, une petite utilisation, même le bord de votre bureau, il a un certain arrondi qui peut être facilement utilisé, qui peut être facilement atteignable en utilisant la méthode des edge crease. Pas des edge crease, pardon,
des tightening edges, comme ça, des edges de renfort. Voilà, on va dire ça en français, c'est bien mieux, des edges de renfort. Du coup, ça vous permet d'avoir ce petit arrondi-là. Moi, j'ai tendance aussi à préférer ces arrondis-là, pour une autre raison aussi, c'est parce que le edge crease qui est ici, c'est pas vraiment de la géométrie qu'on rajoute, c'est un outil, on vient rajouter de la pondération au sommet, et donc c'est un outil que Blender peut comprendre facilement, c'est un outil interne à Blender, mais pour peu que je veuille ensuite prendre ce modèle, l'exporter en format OBJ ou n'importe quel format derrière, et l'importer dans un autre logiciel, je ne suis pas sûr, rien ne me garantit que cet autre logiciel prendra en compte ces modifications-là. Et il y a de très fortes chances pour que ça ne prenne pas en compte ces modifications-là. Et donc, ça ne verra jamais ce crease, et donc ça appliquera un subsurf sur tout, complètement, sans venir renforcer ces faces comme je le voudrais. Et donc, dans l'optique de pouvoir travailler sur de multiples plateformes comme ça, j'essaie d'éviter ce genre d'utilisation de l'edge crease. Mais à vous de voir si vous faites un travail uniquement dans Blender de A à Z, sans jamais déplacer votre géométrie, ce qui est très courant en fait en général. Vous pouvez très bien l'utiliser, ça fonctionne très bien, hein, c'est un très bon moyen. À vous de voir, voilà, de gérer quelle méthode vous préférez. Voilà, sur ce, je vais conclure sur ce tutoriel, assez court du coup, et je vous dis à la prochaine. Salut!